Je n'ai pas de diapositive pour vous, et donc voilà, je vais juste vous faire part de l'intérêt extrêmement important de l'HAS pour ce projet. En effet, je crois que constituer une base de données structurée à partir de logiciels métiers en soins primaires, c'est vraiment un outil qui va être incroyablement utile, à la fois pour l'amélioration de la qualité des soins, et on verra pourquoi, mais également pour votre discipline et pour l'organisation du système de santé en général. Je voudrais... D'abord, mon but, il est clair en venant ici, c'est que je voudrais vous inciter à participer à ce réseau national qui est en train de se construire et à appuyer au maximum la démarche qui a été faite et que vraiment, à qui je dis bravo. Parce qu'on connaît la gageure que c'est. Vous avez en effet sorti ce dossier et ce projet de ses limbes et c'est une vraie réussite. C'est déjà une première étape extrêmement importante. Ce n'est pas la seule, il y a une suite et nous ne demandons pas mieux que de vous aider. Alors, les interactions avec la Haute Autorité de Santé pour ce projet sont multiples. Vous savez que notre mission, c'est autant que faire se peut, mesurer et améliorer la qualité des soins. Or, ce type de recueil de données est vraiment un levier pour les améliorer. Ces données peuvent avoir plusieurs finalités. Pour vous, d'abord, professionnels de santé, ils peuvent vous aider vraiment à améliorer la prise en charge des patients et leur suivi. Et on en verra des exemples. Ils peuvent vous aider à améliorer votre pratique de tous les jours. Par exemple, dans votre patientèle, répertorier tous les patients qui ont un diabète de type 2 et vérifier que l'implémentation des bonnes pratiques, des nouveaux traitements, etc., est bien en place. Vous pouvez, un autre exemple, identifier des patients qui sont potentiellement concernés par un effet indésirable grave d'un médicament pour lequel il y a un signalement et ainsi vous recueillez la liste des patients concernés dans votre patientèle et vous pouvez les prévenir. Vous pouvez repérer des signes cliniques inhabituels, par exemple dans une pandémie, l'anosmie dans le Covid, ou repérer des signes rares. Donc, sûrement un outil qui doit vous aider dans votre pratique. Évidemment, c'est un outil extrêmement utile pour la surveillance épidémiologique. On parlait du repérage des signaux faibles, des phénomènes rares, des événements rares et inhabituels. Ça a déjà été dit par votre président, c'est un outil majeur pour la recherche clinique et épidémiologique en soins primaires. Et par exemple, connaître les motifs de consultation, mais également travailler, et ça a encore été dit tout à l'heure, sur l'efficacité des vaccins, sur l'efficacité des médicaments, avec un intérêt particulier des cohortes qui peuvent être constituées à partir de ces plateformes et qui sont totalement complémentaires des essais cliniques. Nous sommes tous très attachés au design des essais expérimentaux qui apportent un certain nombre d'observations, de résultats, mais, et la thèse sur le diabète le démontre bien, les éléments apportés par des recherches en vie réelle, sur des données en vie réelle, apportent des éléments complémentaires. Ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont apportés et ils sont tout aussi importants pour la qualité des soins. Cela permet également d'adapter des démarches de prévention. Je l'ai déjà dit. Ça permet pour nous d'alimenter les travaux sur les parcours, sur la pertinence, sur les indicateurs de qualité, par la structuration des données, par exemple aussi en isolant des recommandations qui ont une efficacité opérationnelle, décisionnelle pour vous. Il nous paraît absolument crucial
de veiller à la publication des résultats de ces études, parce que c'est le seul moyen, évidemment, d'enrichir la littérature, de contribuer à l'enrichissement de cette littérature. Et vous savez que, bien qu'elle ait beaucoup progressé, la littérature scientifique en soins primaires est encore insuffisante. Et puis, dans l'autre sens, c'est un outil de diffusion des connaissances extrêmement important, et donc savoir-faire et faire savoir utile dans les deux sens. Alors, l'AHS a produit le mois dernier un rapport sur les entrepôts de données à l'hôpital. À l'hôpital essentiellement parce que, pour l'instant, en soins de ville, il y en a encore très peu. Et ceci nous a permis de mettre à plat un certain nombre de constats et de préconisations. Ces plateformes de données sont un reflet assez fidèle des logiciels métiers qui sont utilisés par les professionnels, de leur qualité, également de leur hétérogénéité. On sait que l'hétérogénéité des logiciels métiers peut être un handicap pour la constitution de données. Dans la pratique, on a vu qu'à l'hôpital, ces plateformes ont un intérêt majeur pour la recherche. Et donc, ça doit être la même chose pour les soins primaires. Mais également, ils sont très utiles pour le pilotage de l'activité médicale et ils peuvent constituer, même à l'hôpital, un appui aux soins. Par exemple, une action ciblée sur un certain type de patient ou une recherche de patients similaires à un patient donné. Donc, des outils très pratico-pratiques, je dirais, en appui aux soins. Alors, les recommandations que nous avons pu formuler sur ces entrepôts de données s'appliquent tout à fait à votre projet. C'est d'abord la constitution d'une équipe pluriprofessionnelle qui doit comprendre à la fois des informaticiens, mais des médecins, et qui doit être en lien direct à la fois avec les professionnels qui alimentent ces données, mais également avec ceux qui les utilisent. Cette équipe aura comme action principale l'intégration des données, mais aussi la mise à disposition de ces données et un travail absolument fondamental sur la qualité des données, pour lequel il faut des outils, des process, des méthodologies. La deuxième recommandation est de favoriser au maximum la transparence sur ces données. Sur les données, mais également sur les flux, les aspects un peu techniques de flux de données, la liste des usages en cours, et ceci dans deux buts. D'abord pour favoriser tous les travaux qui peuvent être faits à partir de ces données, mais également vis-à-vis des patients, pour assurer une transparence des usages et ainsi favoriser l'adhésion des patients, qui est extrêmement important. Le troisième élément, c'est d'instituer une gouvernance à plusieurs niveaux, à un niveau local, régional, national, de façon à encourager le partage et la coordination. C'est-à-dire, par exemple, créer des groupes thématiques sur un thème donné qui vont dépasser le cadre d'une seule plateforme. Et ainsi, évidemment, favoriser des coopérations et des mutualisations. Et puis, la quatrième recommandation était l'appariement avec les bases de données médico-administratives, comme le SNDS, et donc de façon à obtenir une vision complète du parcours des patients, ville et hôpital. Et je suis ravie de voir que votre projet est de façon native en interaction avec les bases. Donc les points qui nous semblent majeurs, c'est évidemment, et on en reparlera, la qualité des données, la disponibilité de ces données, mais également leur structuration, leur interopérabilité sémantique, mais également leur interopérabilité avec vos logiciels métiers de tous les jours.
Alors, au-delà de ces travaux sur les entrepôts, et dont j'insiste sur l'importance pour améliorer la qualité des soins, concernant le numérique en santé, qui est plus largement le titre de cette table ronde, je dirais que l'HAS travaille dans 3 directions. D'abord, favoriser les technologies numériques utiles aux professionnels. Certaines de ces solutions numériques sont évaluées, d'autres ne le sont pas du tout. Il s'agit aussi de savoir quelle place elles auront dans les parcours de soins et les bonnes pratiques. Deuxièmement, favoriser l'utilisation de ces solutions numériques pour l'accès aux recommandations de bonnes pratiques, pour diffuser et rendre accessibles le plus possible les recommandations. Vous savez qu'elles évoluent très vite dans le temps et que donc il est complexe pour vous d'être en permanence à jour. Et ceci dans le but, évidemment, d'améliorer leur impact. Et puis, pourquoi pas un 3e usage, mais qui est encore plus lointain, c'est évaluer les pratiques, évaluer les organisations avec les outils numériques, en développant des indicateurs de parcours, avec des nouveaux indicateurs, par exemple pour le suivi de l'utilisation en vie réelle des dispositifs médicaux numériques utilisés par les patients. Il y a des prérequis à tout ça. D'abord, la performance de ces outils numériques. Ils peuvent être un contributeur à l'optimisation des ressources médicales, pas tout seuls, c'est évident, mais ils peuvent y contribuer à condition d'être vraiment performants. Ils peuvent permettre l'accès aux recommandations, on l'a déjà dit, et puis c'est un outil formidable de collecte d'informations. D'où là encore, le 2e prérequis, c'est l'importance de la qualité et de la représentativité des données. Et en particulier, celles qui vont être utilisées pour l'apprentissage ou les tests des logiciels qu'on appelle d'aide à la décision médicale. Et donc, il est important d'avoir des standards méthodologiques sur ces données. Et ceci débouche sur une question qui est importante pour vous et pour nous, bien entendu, qui est un besoin d'aide au choix par les professionnels des solutions numériques qu'ils vont utiliser. Vous savez que l'offre de dispositifs médicaux numériques et de solutions numériques augmente extrêmement fortement, et c'est vrai pour les dispositifs utilisés par les patients, qui sont remboursés par la Sécurité sociale et donc évalués dans les commissions HAS, dans la CNEDIMS, mais c'est vrai aussi de l'augmentation des outils d'aide à la décision médicale, et en particulier ceux qui comprennent de l'intelligence artificielle. On voit les premiers qui arrivent, mais dans les années qui viennent, nous savons qu'il va y avoir de très nombreuses solutions numériques à votre disposition. Mais encore faudra-t-il que vous sachiez lesquelles utiliser. Certains d'entre vous sont très confiants, d'autres sont plus réticents. À ce jour, ces solutions ne sont pas évaluées. Et c'est tout un travail de savoir comment le faire. Et pourtant, vous devez avoir confiance dans leur qualité, dans leur pertinence. Nous travaillons avec les CNP, nous avons pu constater que de nombreux conseils nationaux professionnels s'intéressent à ces questions, et je suis persuadée que le CNP de médecine que vous représentez ici doit et va s'intéresser à cette question qui paraît absolument majeure. Et l'entrepôt que vous constituez est probablement un outil qui peut vous aider dans cette démarche. Et nous avons de notre côté lancé des travaux avec toutes les parties prenantes pour accompagner l'aide au choix. Voire pourquoi pas pour certains dispositifs médicaux numériques, l'aide à l'évaluation, mais évidemment c'est un champ énorme, il ne s'agit absolument pas de tout évaluer, mais il s'agit de guider le choix des professionnels. Alors c'est un travail qui commence, tout est à faire, tout est sur la table, et nous travaillons avec les professionnels de santé de terrain, avec les universitaires, mais aussi avec les industriels, avec les patients, avec évidemment
pour comprendre le besoin et voir comment on peut y répondre de façon la plus souple, mais la plus pertinente possible. Voilà essentiellement ce que je voulais vous dire sur ces entrepôts de données, et plus largement sur le numérique. Pour répondre aux questions qui m'ont été faites plus particulièrement, oui, je tiens à ce que la HAS tienne ses engagements que j'ai pris auprès de vous il y a, avant la pandémie, c'est-à-dire il semble qu'il y a une éternité, hein. Et les travaux sur le risque cardiovasculaire, par exemple, avancent bien. Ils sont énormes, hein. Il faut tout reprendre. C'est un travail colossal, mais nous espérons bien qu'il aboutira, si ce n'est fin 23, en 24. Peut-être qu'il sera produit par étapes, nous verrons comment les choses avancent, mais enfin, les groupes de travail sont au boulot et ils ont vraiment de quoi faire. Plus largement, nous vous sollicitons énormément pour participer à nos travaux, et je crois que c'est un enjeu d'abord pour nous de qualité de nos travaux, de façon à ce que nous produisions, s'applique à votre pratique quotidienne. Nous avons des exemples où quand dans un groupe de travail, nous n'avons pas, ou vous n'avez pas pu trouver de collègues généralistes pour nous aider, eh bien nous voyons que la qualité de la recommandation peut être extrêmement pertinente sur le plan scientifique, mais un peu désadaptée de la pratique. Je donnerai un exemple. Nous avons des recommandations parfaites sur la prise en charge de l'épilepsie. Heureusement, derrière, nous avons travaillé sur un parcours de façon à mieux l'amarrer à la pratique réelle du terrain. Pour ce qui concerne un membre médecine générale au collège, j'en serais ravie. Malheureusement, mon pouvoir sur le sujet est très limité. Mais par contre, dès que je suis arrivée, je me suis entourée de médecins généralistes. Il y en a à la HAS, dont un conseiller auprès de moi. Et nous avons des médecins généralistes dans toutes nos commissions. Et je vous encourage et vous remercie si vous pouvez nous donner du temps. Je crois que c'est encore une fois majeur pour la qualité des travaux qui sortent de nos instances. Voilà. Je signale aussi que nous finançons des postes de chefs de clinique à temps partiel. Donc, pour l'instant, des chefs de clinique de spécialité, mais pourquoi pas de médecine générale, qui participent à nos travaux et qui permettent d'avancer, ce qui est une façon aussi de collaborer. Voilà, merci beaucoup de votre attention et je répondrai à toutes vos questions.